Alors, comment ça marche? Allô, Internet. Comme ceci. Bonjour et bienvenue sur mon tout premier stream de Ray Blaze Live, ou Rayton, comme vous voulez. Oh bordel, c'est la première fois que je fais ça, donc voilà, j'espère que vous aimez bien mon petit, comment dire, mon petit chez moi, mon petit stream qui pue, mais bon, on va faire avec. Oh là, il est brûlant, dis donc. Bon, bah, j'espère que vous êtes bien installés là. C'est la première fois que je fais ça, ça va être marrant. J'ai pas mal à discuter, hein, discutailler. Parce qu'en fait, là, le truc que j'aimerais vous parler, quand j'ai vu qu'il y avait un planning auquel il restait quelques horaires de dispo, hein, parce que les gens, ils avaient tout pris, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien à foutre? J'avais deux plannings de libre, donc je me suis dit, hé, et si je racontais ma life? Là, je me suis dit, ouais, mais attends, ça fait un petit peu trop d'ego de raconter uniquement sa life. Donc, à la rigueur, je vais raconter ma life, mais en même temps en parlant un petit peu d'un sujet qui concernerait nous tous, par rapport au Fury Fandom, mais aussi donc surtout aux USA, donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir y aller. Attends, je fais un test. Oui, parce que regardez, on peut faire des échanges, c'est incroyable, ce stream est incroyable, comme ça il y aura le chat, sauf que je ne l'ai pas mis à côté parce que je pue, j'ai oublié de le faire. Un jour on va se professionnaliser. Bon, alors déjà tout d'abord, pourquoi est-ce que j'aimerais vous parler des USA? Pour moi, la chose importante, c'est déjà de savoir un petit peu l'origine du fandom. L'origine du fandom, c'est tout d'abord basé dans les années 80, 85, enfin 1980, 85, je préfère préciser, on ne sait jamais, aux États-Unis. C'est lors de gros rassemblements tels que la Comic Con et tout ça, que les gens ont commencé à se rassembler et se sont rendus compte, pour certains d'entre eux, eh mais c'est marrant! J'adore ce que tu fais avec tes animaux! Oh! Mais toi aussi j'adore ce que tu fais! Il y avait donc un sorte de magazine qui s'appelait Wow Basel, qui avait permis justement aux gens de se rassembler entre eux et de commencer à partager leur art, enfin à avoir vraiment un attrait par rapport à l'anthropomorphisme animal, hein. Ouais, bon, je vais dire simplement dire anthropomorphisme, hein, même si normalement c'est quand même anthropomorphisme animal, vu que c'est des caractéristiques humaines que tu rajoutes aux animaux. Et donc, mes petites notes, pour que j'évite de me perdre et dire n'importe quoi. Donc c'était, ouais, Robert Hazel, c'est un magazine donc, qui existait en 1983. Et on va dire c'est lors des premières Comic Con, donc c'était gros rassemblements geek, Marvel, tout ça, qu'à l'époque ça a commencé à pas mal prendre en ampleur, que les gens ont commencé à créer leur propre, on va dire, room party sur la thématique du Fury. C'est en 1985 qu'ils ont commencé à appeler ça le Fury, par rapport à la référence du poil des animaux. Et c'est donc, d'ailleurs, tout ça, je vous dis, c'est des infos que j'ai pas mal trouvé un petit peu sur les gens qui partagent des infos, tels que Wikipédia, Wikifur, ou d'autres sites de ce genre-là, ou encore je vous recommande l'énorme documentaire de H. Coyote, que vous trouvez sur sa chaîne YouTube, The Fandom, qui vous racontera ça bien mieux que moi pour les origines du fandom, vraiment. Mais bref, par exemple, on a Marc Mellino et Rod O'Reilly, qui sont vraiment des sortes de pères fondateurs du fandom, qui avaient donc créé leur propre home party à l'époque. Et par exemple, les choses qu'ils faisaient ensemble, c'était discuter, dessiner entre eux, se créer leur premier furceau, regarder les Animalympics. Ouais, c'était un film d'animation à l'époque, pas mal basé justement sur les animaux en train de faire des Jeux Olympiques, ou pas mal d'autres dessins animés de Warner Bros. Et donc c'est là où ils ont commencé à créer leur petit rassemblement, et que là ils se sont dit, eh, mais si on ferait pas vraiment un plus gros truc entre nous? Et c'est donc en 1989 qu'ils ont créé la première Conference, qu'ils ont appelé ça Zéro, parce que c'était un pur test, et qu'ils ont fait ça dans un hôtel. Ils se sont même endettés, les deux personnes que je vous ai citées tout à l'heure là. Mais après, ça a bien marché. Ça a bien marché. Et on va dire que la Conference Zéro, c'était pas la dernière. Après, dans les années 1990 et 2000, la communauté a commencé un petit peu plus à grossir. Il y a eu des conventions qui se sont créées. Tiens, d'ailleurs, juste pour vous montrer, je vais aller ici.
Alors, je vais sortir donc dans mes petits documents quelques petites illustrations bien intéressantes, parce que juste parler et voir ma gueule, je dirais que c'est bof. T'imagines, je me lève tous les matins, je me mets ça. Bref, voilà, je vais vous mettre ça. Regardez-moi ça. 1900, voilà, les premières, elles sont pas toutes marquées parce qu'il y avait déjà la confiance sur zéro qui existait avant. Mais là, vous voyez, aux États-Unis, les premières conventions qui ont commencé à se créer. Telles que la Conifer. Celle-là, je ne connaissais pas trop, quoi. AC, donc l'Entrocode, une convention très très connue maintenant. Et donc, il y a des groupes qui ont commencé à créer ensuite leur propre convention, à se rassembler de manière encore plus globale. C'était vraiment le début, quoi. Je veux dire, les premières fursuites ressemblaient pas spécialement. Enfin, il y avait du level qui commençait à monter. Ça faisait vieille mascotte auparavant. Et vraiment, ça a bien progressé. Alors, surtout, si jamais il y a un problème, hein, vous me dites dans le chat, on sait jamais. Hein. Il y a aussi donc dans les années 90 à 2000, il y a eu des groupes qui se sont un petit peu divergés, qui se sont séparés. Enfin, il y a eu pas mal de tensions qui se sont créées par rapport au fait que ça prenait de l'ampleur et par rapport à des choses qui étaient plutôt relatives au privé, vraiment en petit comité. Le fait de s'exposer de plus en plus, et il y a eu des interactions avec les journalistes, avec le grand public, et puis entre eux-mêmes, il y a des divergences de points de vue qui se sont créées, quoi. Alors j'ai oublié le nom du groupe qui voulait vraiment que ça reste strict, qui voulait une sorte de révolution dans le fandom, mais bon, c'est pas eux qui ont gagné. Enfin, on va dire plutôt, là, ça a continué à évoluer à son propre essor, quoi. Et après ça, après les années 2000, comment dire, là, ça a vraiment explosé. On va dire, c'est à partir des années 2000 que le nombre de conventions, le nombre de furs, surtout aux États-Unis, a pu augmenter de manière très importante. Grâce à une chose, Internet. Parce que il n'y a pas à dire, au départ, ils ont eu vraiment les bases d'Internet qui faisaient qu'ils étaient à s'envoyer des petits messages et tout. Et c'était assez compliqué, c'était vraiment long, dur, il fallait plusieurs moments pour. Enfin, fallait s'accrocher à l'époque. Mais avec Internet, qui a donc commencé, vraiment, c'était le berceau aux États-Unis, plus la mentalité qu'ils ont là-bas, hein, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, et ben là, ça a littéralement explosé. C'était vraiment le meilleur moyen de communiquer. D'ailleurs, juste pour vous faire une remarque intéressante, à votre avis, comment ça se fait que l'Allemagne, qui a eu une connexion Internet, va dire plus tard après la France, enfin non, on a eu la connexion Internet, mais nous, on a eu en France, on a eu vraiment un réseau très facile d'accès, beaucoup plus gratuit, parce qu'à l'époque, ça coûtait ultra cher Internet, sauf qu'on a eu une meilleure connexion Internet, un meilleur échange de réseau, plus important en France, au lieu qu'en Allemagne. Ce qui fait qu'en fait, là, en Europe, c'est vraiment l'Allemagne qui a explosé niveau flux. Alors, je laisse cette question ouverte, mais il est probable que ça soit un petit peu dû bah, aux mentalités, aux origines des gens. Parce que, enfin, non, pas aux origines, non, à l'investissement des gens. Parce que vraiment, on avait plus d'outils à l'époque, mais comme quoi la mentalité française a peut-être une mentalité différente que l'Allemagne. Enfin, ça se retrouve vraiment par rapport aux différents pays où est-ce qu'on va dans le monde. Maintenant, il y a des grosses conventions connues, et c'est, on va dire, tout ça qui nous a apporté par rapport aux États-Unis en France, qui fait que niveau convention, je vais vous montrer un petit peu des chiffres. Voilà, vous avez sur Wikifur, vous pouvez voir que la Midwest Fur Fest, l'an 2019, avait rassemblé 11 019 attendees, donc participants, et que donc l'Eurofurence est en 8e position, donc c'est la première convention en Europe avec 3400 personnes pour la dernière édition, en 2019. Donc on voit vraiment l'importance. Après, si on prend quand même à l'échelle globale du pays ou même du monde, hein, c'est vraiment, c'est pas grand-chose, hein, vraiment pas grand-chose. Mais, comment dire, on voit quand même l'importance qui est vraiment aux USA, qui compile cette grosse convention, c'est vraiment l'origine de beaucoup de choses, quoi. On va dire, ils ont à la fois les youtubeurs, ils ont à la fois les fursuit builders incroyables. Bon, peut-être que là, je vais aller un petit peu. On en reparlera plus tard si on a le temps, parce que le temps, ça avance.
Et surtout, bah, faut que je vous parle du fait que comment aller aux USA et comment ça se passe un petit peu là-bas, que ce soit les USA ou aussi, la grande chance que j'ai eu d'aller, la Midwest Furfest, la plus grosse convention furée au monde. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, c'était donc l'Entrocon. Puis il me semble que c'est en 2018 que le nombre de participants a pu dépasser. Dépasser. Après, c'est vrai, là, je vais vous apprendre des trucs, mais en même temps, malheureusement, avec le Corona, bah, c'est bordel non, hein. Cancel, cancel, cancel. Ouais, année 2020, voire même 2021, malheureusement, il y a déjà des choses qui commencent à être annulées. Ce que je vais vous dire maintenant, prenez-le quand même avec des pincettes, parce que à la fois, il y a le Corona qui fout le merdier, et en même temps, c'est mon expérience personnelle que je vais vous raconter avant tout, quoi. Comment moi je l'ai vécu. Alors, alors déjà les États-Unis, bah, vous savez, eux ils n'ont pas des euros, mais ils ont des dollars. Et je n'ai pas d'exemple de dollars à vous montrer. Je peux juste vous assurer que faut se trimballer avec beaucoup de billets de 1 dollar, ce qui sera plus pratique pour quelque chose qui sont les pourboires. On en reparlera après ça. Ça m'a marqué à l'époque. Alors déjà, pour vous dire, pour aller à la Midwest Surfest, j'ai vraiment eu énormément de chance. C'était en fait, ça a été grâce à des amis que j'ai pu y aller. Donc j'aimerais encore remercier sincèrement Waku et Grimy qui m'ont fait donc la proposition de pouvoir y aller. Et donc on était partis avec Nalik, Hortank, Yuki, Tifu et Murphy pour la Midwest Surfest en tout cas. On a donc passé 2 semaines aux États-Unis. La première semaine qui était donc fin novembre 2018 où on a fait donc la Midwest Surfest. Alors, il faut savoir donc la Midwest Surfest par rapport à l'hôtel, pour avoir la chambre, il y a tellement de monde et tellement peu de place par rapport au nombre de gens que c'était du tirage au sort. Et donc, ils ont eu la chance de dégoter 2 chambres grâce à ça. Ouais, comme ça. Le truc qui est intéressant, ouais, tirage au sort, au moins ça laisse une chance à tout le monde. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour aller aux États-Unis, vous avez besoin d'un passeport. Donc ça, je l'avais fait spécialement pour y aller. C'était la première fois que je prenais l'avion et que je quittais l'Europe. Ensuite, il faut ceci. l'ESTA. Alors là, c'est quelque chose de payant en plus qu'il faut faire pour... C'est un sorte de... Comment dire Merde, j'ai oublié le nom. Donc si vous l'avez dans le chat, surtout dites-le moi. C'est quand on veut aller dans un pays hors de l'Europe, il faut quand même demander un visa. C'est un visa normalement. Il faut un visa. Et ben, les rapports entre l'Europe, enfin la France et les États-Unis, fait que ça simplifie bien plus les choses. Donc on demande un ESTA afin de pouvoir aller sur le sol américain pendant une période de temps délimitée. À partir de là, hop, il va falloir remplir le questionnaire, tout ça, répondre non à toutes les questions, hein. C'est important. Alors, avez-vous consommé des substances illicites? Non. Êtes-vous un terroriste? Non. Pas bref. Non, c'était pas mal. D'ailleurs, a priori, il y en a pour certains, ils avaient passé le quiz, non, le questionnaire de l'ESTA en ligne, mais ils l'avaient aussi repassé plusieurs fois par la suite, que ce soit dans l'avion, à la douane et ainsi de suite. Donc nous, la chose qu'on a fait, on a pris Aer Lingus, une compagnie irlandaise qui a fait qu'on a fait la transition entre Paris-Irlande et ensuite Irlande aux États-Unis. Donc tout ça, déjà, il fallait bien réserver en avance, il fallait bien prévoir où est-ce qu'on allait, ce qu'on faisait, prévoir aussi par rapport à votre banque le fait que vous pouvez retirer des dollars là-bas sans problème, aussi pour les appels téléphoniques ou internet si vous avez besoin. Enfin bref, il faut vraiment prévoir les choses, sinon vous pouvez vous retrouver vraiment dans la merde, quoi. Par exemple, pour l'avion, ce qu'il faut avoir, c'est seulement qu'il faut avoir une petite pochette, un sac à dos. Par exemple, moi j'avais pris quand même un gros sac à dos. Et ensuite, c'est une valise, voire 2 si tu payes pour avoir, quoi. Et elles sont aussi normées, donc ça c'est vraiment une bonne valise, fait spécialement pour transporter pas mal d'affaires, avec le truc ultra important, c'est
une sécurité. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais comme ça, la douane peut l'ouvrir grâce à une petite clé. Sinon, ils vont tout casser, ils vont tout péter pour te l'ouvrir, quoi. Donc avec ça, ils vont ouvrir d'eux-mêmes pour vérifier à l'intérieur s'il y a besoin. Parce que les douanes, les contrôles, ils les font non seulement les scanners qu'on passe. Ouais, j'ai pas mal de trucs à raconter par rapport aux scanners, mais aussi par rapport au sac. Donc par rapport à la Fursuite. Donc là, c'était mon petit sac de voyage avec mon petit Ray qui a pu entrer là-dedans, hein, difficilement qui est entré là-dedans. Donc le sac que vous voyez, c'est un sac à vide. Ça permet de vider l'air au maximum, comme ça, la mousse et tout le reste, au moins ça s'appuie bien, quoi. Et grâce à l'aide au conseil de Tifou, on avait préparé une petite feuille, ceci. En anglais, c'est simplement pour dire ceci, par exemple, c'est une mascotte. C'est vraiment un bien très important, cher à mon cœur et qui coûte cher. Donc merci de ne pas l'abîmer, d'en prendre soin, patati patata. Merci de votre compréhension. Voilà, comme ça, les gens ils sont un peu plus informés, on ne sait jamais. Et si jamais le bagage justement est contrôlé en cours de route, eh ben, vous allez vous retrouver avec ceci dans votre sac. Pour dire avis d'inspection de bagage, donc au moins ils t'ont indiqué qu'ils ont vérifié le bagage, ils te laissent ça là-dedans, basta, s'il n'y a pas eu de problème, tu récupéreras normalement sans problème ton sac à la sortie. Souvenir de ma valise explosée au pied de biche parce qu'elle avait un cadenas non conforme. Voilà, comme je dis, ils y vont, hein. Même moi avec ma valise normée, je peux te l'assurer qu'au départ elle était pas... Ils ont forcé un peu. Mais bon, ça va, elle s'en sort bien. Toutes mes affaires s'en sortent bien. Et alors, quand vous prenez vos sacs, premièrement, il ne faut pas avoir d'eau, de coupons ou quoi que ce soit. Il ne faut pas les avoir. Et vérifiez vraiment votre sac, parce que là, j'ai vraiment du bol. À la frontière française, juste avant de prendre l'avion, parce qu'on va dire, la douane, elle s'est fait côté Irlande. Enfin, je vous en parle de ça. Mais comme un gros con, ce sac, j'avais tout vidé. Il appartenait à mon père auparavant. Mais il y a une poche que je n'ai pas vérifiée, je n'ai pas ouvert. J'ai été mis sur le côté, après le scanner. Il dit, excusez-moi, tout ça, donc je vais voir, la dame elle me fait venir, hop, vous vous approchez pas, on inspecte ensemble. Elle ouvre. Et là, j'ai rien dedans, parce qu'il n'y est plus. Un opinel, un couteau. Putain, heureusement qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, mais c'est vrai que ça m'a foutu mal, quoi, direct. Donc faites vraiment gaffe à ce que vous emmenez dans vos affaires. Vérifiez ce que vous pouvez pas emmener. Il y a des choses qui sont interdites aux États-Unis, quoi. Donc après, hop, préparation dans l'avion. Hein. Vraiment impressionnant quand c'est la première fois qu'on le fait. D'ailleurs, voici un petit repas sur place. C'est pas très appétissant, mais bon, pour occuper, on va dire, 7 heures de voyage, enfin 2 heures pour aller en Irlande et tout, et ensuite 7 heures. Ouais. Faut savoir que entre la France, Paris et Chicago, donc là où se situe la MFF, et ben entre Paris et Chicago, on a 7 heures de décalage. Et entre l'Irlande et Chicago, il y avait 7 heures de vol. Ce qui fait que pendant tout le trajet, on a été toujours au crépuscule. Parce qu'on était au moment où le soleil se couchait, sans se coucher, parce que pendant tout le voyage, j'ai été au crépuscule. C'était vraiment... C'était un truc assez marrant, quoi. Tu vois les mers de nuages au-dessus, tu vas au-dessus des nuages, et en même temps, tu restes tout le temps dans le crépuscule. Moi, ça m'a marqué, quoi. Et enfin, tu arrives à Chicago. Chicago, et bah tu te dis, wow. Là, vous êtes à côté du lac. Je vais retourner, parce que là, on verra un petit peu pour les photos après. Mais donc voilà, Chicago, en fait, c'est situé à côté du lac Michigan. Et croyez-moi, c'est une mer, le machin. C'est une mer. Avec pas beaucoup de marée, mais on voit pas le bout, quoi. Et là, ce que vous voyez, c'est les quartiers résidentiels qui sont vraiment construits de manière très carrée, quoi, pour faire en sorte d'optimiser l'espace et les gens qui habitent. Comme c'est un pays assez jeune, ils se sont vraiment construits pour optimiser les choses, quoi. C'est pas la même chose qu'au Japon où ils construisent en hauteur, eux ils prennent l'espace.
Parce que là, c'est très plat, tandis que le centre de Chicago, lui, était très élevé. Beaucoup de buildings en tout genre. Hmm. Et là, je commence quand même à aller un peu loin, parce que juste pour vous dire, par rapport à la douane, oui. La première fois qu'on va à la douane aux États-Unis, ils vont prendre tes mains, enfin tes doigts pour faire un scanner, comme ça, ils auront toujours une trace de toi qui vont. Le suivi est super important aux États-Unis. Hein, t'es fiché. Hein, tu vas aux États-Unis, tu vas faire une connerie, crois-moi, ils vont s'en souvenir. Hein. Et peut-être que les States le laisseront pas. Donc faites pas trop de gaffe. Hein. Vous pouvez vous amuser, mais pas trop déconner. En plus, quand on est passé à la douane, des fois ils posent des questions et tout. Bon, moi, il y avait Greny qui était passé avant, qui était déjà allé auparavant. Donc quand je suis arrivé, c'est vraiment un bureau assez imposant. C'est vraiment des officiers et tout qui étaient là pour te faire entrer aux États-Unis. Et je lui ai dit, bah, j'étais avec la personne qui était venue devant. Donc au final, il m'a pas trop posé de questions. Et c'est bon, j'ai pu passer. Sinon, je sais qu'il y avait quelqu'un, lui, il avait été mis à part là. Ouh, ça sentait mal pour lui. Ça sentait. Alors, tiens d'ailleurs, pour ceux qui reconnaissent, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent, le temps de me laisser une petite pause, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent cet endroit? J'ai perdu mes... Oh putain, j'ai oublié le nom du film. D'accord, moi je vous ai fait une anecdote et j'ai oublié le nom du film. Vous savez, le gamin... Oui, oui, c'est dans un film, mais c'est lequel déjà? Le gamin, il perd ses parents. Enfin, ils s'en vont son lit en vacances. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, c'est ça. Ouais, puis, juste petit anecdote voilà, sur la mer des nuages. Impressionnant à voir. Encore Aeronicus. On va passer à la suite maintenant. Je pense, je vais vous parler un petit peu de Chicago avant de parler de la VFF parce que ça a quand même une petite impression quoi. Juste pour vous montrer quelques photos, juste quelques. Vous voyez là par rapport à quelques buildings. On était dans le centre de Chicago à ce moment-là. Alors, c'est un pays auquel les armes sont autorisées et il y a certains endroits interdits d'y aller avec les armes. Hein. C'est quand même normé. Là, par exemple, ça devait être peut-être une banque ou un hôtel. Par exemple, je sais qu'à l'hôtel où on était, on avait aussi ce genre d'affichage. Les armes sont interdites. Voici par exemple une Trump Tower. Normalement, il y en a plusieurs. C'est une des plus grandes tours d'ailleurs aux États-Unis. Et là, on était monté sur celle noire à gauche, la Chicago Tower, je crois. Ouais, pour avoir une belle observation des lieux. On pouvait voir un petit peu tout partout comment c'était. Et de là-haut, on pouvait voir ça. Donc vous voyez, hein, je vous ai dit, c'est un lac, mais c'est une mer, quoi, hein, on voit rien. Donc là, vous voyez un petit peu l'idée que les buildings étaient vraiment rapprochés les uns des autres, et puis plus loin, plat, 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 plat. Les constructions aux États-Unis sont vraiment intéressantes par rapport à comment c'est. Là, c'était vraiment une grosse concentration. Ah oui, et quand on était arrivé aussi à ce moment-là, il faisait un froid de canard. Si ce n'est, même les canards, ils s'en sortaient pas, hein, les pauvres. Non, petit. Bon. Mais donc, il caillait, quoi. On était en dessous des 0 degrés, qu'on est arrivé, on faisait pas les fiers. Voilà, pour vous montrer, voilà, le Hyatt Regency, c'est là où se passait donc la convention de la Midwest Surfest. Assez décentré quand même. Et là, on pouvait voir, il faisait pas mal de neige. Il faisait pas mal de neige. Et il avait bien neigé, quoi. Ouais, on était donc fin novembre. Donc déjà, les gens, on était pas mal déphasés quand on est arrivé sur place. Parce qu'il faut savoir qu'on a les 7 heures de décalage et quand on arrive sur place, non seulement on a fait 7 heures de vol, le décalage des 7 heures, tout ça on appelle ça le jet lag, le fait qu'on est perturbé et que des fois il faut 2-3 jours pour s'en remettre. J'avoue, je l'ai pas eu du tout. Je l'ai pas eu. Mais les autres, j'avoue, ils étaient un petit peu déphasés quoi. Mais donc on est pu arriver au fameux Hyatt Regency, là où se situe la Midwest Surfest, donc aussi le site internet auquel il n'y a rien du tout, parce qu'ils ont annulé pour cette année bien sûr, hein. Ils vont refaire ça pour le 3-5 décembre 2021. On arrive à MFF, on arrive enfin à l'endroit qu'on attend les temps, le Hyatt Regency, on fait le check-in, on va s'installer dans nos chambres et tout. Et là, les copains ils m'avaient prévenu, déjà les appareils électriques ils sont différents là-bas, les prises sont totalement différentes, donc il faut avoir prévu des adaptateurs. Et surtout,
A priori, Fursuit Lounge, ça pue. Je confirme. Tu as une convention qui a plus de 10 000 personnes. Et vraiment, faut prévoir son matériel. Hein. Faut prévoir ce qu'il faut pour sécher ses fursuits pour prendre la place, quoi. Parce qu'encore à leur occurrence, en Europe, on est bien verni en niveau Fursuit Lounge. Alors pour rappel, donc une Fursuit Lounge, c'est vraiment l'endroit où tu vas pouvoir t'aérer, te changer sans problème, quoi. Et celle de l'Euroférence est vraiment énorme, énorme. C'est pas la meilleure en niveau qualité, d'après ce que j'ai compris, à comme chose, ils ont des trucs de fou. T'as des turbos, des sortes de ça, si tu vas dedans, ça te fait un courant d'air, qui fait que tu ressors, t'es presque totalement sec, c'est un truc de malade. Mais déjà, tu as beaucoup d'espace, tu peux laisser ta fursuite. En tout cas, moi, je l'ai laissé à chaque fois pendant les nuits pour qu'elle sèche, pour qu'elle soit posée, que j'ai à me changer juste là-bas. Beaucoup d'endroits pour s'hydrater, de quoi faire, mettre ses packs Easy Cool Down, donc des packs de froid à refroidir pour ensuite reporter sur la fursuite si on a besoin. Et bah, à la MFF, à l'arrière, il y avait deux salles comme ça. 200, enfin pour l'instant, j'en ai vu que deux. Et qui étaient 3 à 4 fois plus petites que celle de leur référence en tant que Fursuit Lounge, avec quelques bidons d'eau qui se battaient en duel, peut-être un miroir, hein, je m'en souviens pas, quelques chaises, et surtout juste des ventilos, mais pas des ventilos pro, mais vraiment des ventilos que tu achètes en supermarché, quoi. C'est... Là-bas, les Fursuit Lounge, c'est pas la même mentalité. Nous, on aime bien le confort, on aime bien être posé et tout. Là-bas, c'est... Là, débrouillez-vous. Mais après, c'est pas. Nous, ça nous fait bizarre, mais après, c'est comme ça que ça marche pour eux, quoi. Donc, la chose qu'on est allé faire, enfin, moi, la première chose que je suis allé faire avant que la convention commence, eh ben, ça a été de courir le Target. C'était un Target, donc c'est là où j'ai pu acheter un bon ventilateur. Enfin, un bon ventilateur qu'on pouvait acheter là-bas, quoi. Anecdote intéressante, c'est aussi là je me suis rendu compte que vraiment la santé aux États-Unis, comment dire, vous savez, il n'y a pas la sécurité sociale et tout, ça coûte très cher. Il faut vraiment prendre des assurances. C'est un truc où, pareil, si vous prévoyez d'aller aux États-Unis, prévoyez une assurance. Sinon, rien qu'un petit bobo pourrait vous ruiner à fond. Mais bref, la santé aux États-Unis, il ne faut pas déconner. Mais en même temps, voilà, les pharmacies en mode open service dans les magasins, que ce soit des médicaments, que ce soit des vitamines, des pansements. Regardez-moi ces pansements de qualité. Ça donne envie. On va jouer au petit pompier. On va se soigner. Ouais, enfin, moi, ça m'a marqué pour le coup. Donc, je suis allé acheter le ventilo, et là, hop, c'est bon, on prend, je le ramène en recours encore pour arriver à MFF, et puis là, voilà, la convention commence. Énorme, énorme, énorme. Parce que là, il y a la Regency, comme je vous ai dit. Mais en réalité, il est aussi relié par un tunnel à un autre hôtel. Si je crois lui-même, il est relié à un autre hôtel. Il y a un autre gros hôtel qui est pas loin. Enfin bref, les gens, il faut vraiment plusieurs hôtels pour que les gens puissent se rejoindre. Et justement, là, le tunnel dont je vous ai parlé, ça faisait qu'il y avait. Le Regency était l'hôtel principal, là où se situaient aussi les dances, que ce soit les danses du soir ou les compètes. Mais il fallait prendre le tunnel pour aller dans des salles de convention où là il y avait par exemple le Dealer Den, Artists Alley, beaucoup d'autres activités telles que la registration. Et on appelle ça le couloir de la mort par rapport au fait que vous marchez pas mal. Et il est chauffé à mort. Hein, ça veut dire pour les fursuiteurs après. Ouh, tu entres dans le tunnel comme ça, tu ressors comme ça. T'en peux plus. C'est quelque chose. Vous savez, la FBL, donc la Fury Black Light, qui est donc la convention la plus importante en France, se passe aussi dans la Yayat Regency. Et les négociations que l'OACU a pu avoir avec les gens, tout ça se sont fait d'une manière enfin, beaucoup plus facile que ce qu'on pourrait s'attendre par rapport au fait que pendant qu'on était à Midwest Surfest, le gérant du Hyatt Regency à la FBL était aussi à cet Hyatt-là. Les Hayat, ils se connaissent, c'est une grande famille, quoi. Et donc, il a vu, c'était quoi ce bordel? Il s'est dit, wow, ça c'est quelque chose, il y a un filon à se faire. Qui fait que quand l'AFBL a pris contact avec le Hyatt Regency, bah, il s'est dit, c'est parti. Est-ce qu'il a pu pas mal négocier les prix et faciliter les choses, quoi.
Ah, c'était ouais, vraiment marrant. Pile au moment où on y était. Donc, bienvenue à la Midwest Surfest 2018, auquel nous avons les chambres. Alors, voilà, là c'était une chambre dans laquelle on était. Chambre pour. On avait donc quasi 4 personnes à l'intérieur. Autant dire, faut ranger notre bordel par rapport à ce qu'on peut. Et d'ailleurs, les choses que je pourrais vous conseiller de prendre. Et j'ai plus la photo. Ah, j'ai plus la photo. Elle est où? Ah, si, elle est là. Ça, c'est une réalisation d'Hortank. Non, surtout Hortank, je crois. Ça, c'est vraiment pratique, des petits sèche-têtes et tout. Pour transporter ça dans la valise, c'est important. Comme ça, vous pouvez faire votre mini Fursuit Lounge chez vous, dans votre chambre. Parce que là, je vous ai dit, on a acheté le ventilateur, mais on n'est jamais reparti avec, hein, on ne pouvait pas le ramener. Hein. Quand on achète le ventilo, on le laisse sur place. Hein. Déjà, la première grosse étape qu'il fallait faire. Vous voyez tout ce monde, là. Eh ben, c'était la queue pour la registration. Des heures et des heures d'attente hein, pour. Donc la registration, c'est pour valider le fait que vous avez bien payé votre entrée, votre réservation et tout ça, qu'on vous donne votre badge, votre conbook. Donc le conbook, c'est pour dire le planning et puis les informations importantes dessus. Bref, et ça, la registration se fait sur plusieurs jours en plus. Hein. C'était de l'attente, quoi. Beaucoup de monde. Puis on voit de tout là-bas, on voit vraiment de tout. Tiens, par exemple, ça. Ça, c'était deux personnes assez âgées qui se trimballaient donc avec beaucoup de peluches et autres gens. Enfin, ils étaient assez atypiques, ils étaient assez marrants. Je me suis tapé une petite discute avec eux. Ah, ils étaient marrants, ils étaient fun. Parce que aussi, il faut savoir, hein, ils sont américains, mais aussi différents types d'américains, qui fait qu'ils ont des accents différents. Genre, j'ai fait une rencontre, Blue Pelt, il s'appelle Blue Pelt, je vais vous le présenter tout de suite. Alors, lui, je crois qu'il venait Ohio, je suis pas sûr, faudrait que je retrouve la région où est-ce qu'il était. Et bah, donc, je l'ai connu là-bas, on a discuté et tout, et puis lui et moi, on traînait pas mal ensemble par la suite. Mais il avait un accent. Oh, cet accent, waouh, c'était dur. Pour lui-même, c'était un petit peu dur de me comprendre. Mais moi, waouh, 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 waouh. Mais vraiment, l'anglais, ça, c'est ultra important pour profiter des conventions. Ça, je peux vous l'assurer, sûr et certain. Mes deux premières références ainsi que la CESFUR, donc une convention en République tchèque, je suis reparti dégoûté à chaque fois par rapport au fait que j'étais deg de ne pas pouvoir discuter et comprendre correctement les gens. C'était vraiment quelque chose qui me pesait. À l'avant-dernière référence que j'avais fait, donc le 24, là j'avais fait des choses, j'avais participé à Bonfire, j'étais pas encore content, mais j'étais plus deg, donc c'était pas mal. Mais alors là, l'ambiance aux États-Unis, je veux dire, c'était un nouveau lieu pour moi, j'étais totalement hypé. Moi, je suis allé parler à n'importe qui. Que ce soit qu'ils étaient en fursuit, sans fursuit, des gens pas du tout connus, inconnus comme Blue Pelt, ou encore quelqu'un, je pense que là, vous connaissez tous. Regardez-moi cette cutie. Alors, ouais, par exemple, aller parler à téléphone ou à d'autres gens, parce que ça, c'est vraiment des symboles du Furry Fandom, quoi. Téléphone qui a créé les Angel Dragon, Oncle Kage, des gens comme ça, quoi. Enfin, Oncle Kage, tu me diras, on le voit à la Offense. J'avoue, le téléphone ou d'autres personnes comme ça, c'est bien plus rare, quoi. Je me suis libéré, quoi. J'avais un accent toujours bof, un vocabulaire de merde, grammaire aussi, mais bon, je suis allé voir, puis, hey, excuse me, I'm very bad in English, but it's bad, patati patata. No, no, it's good, I understand you, yeah, it's cool. Oh, you're French, yeah, I really love your accent. Putain, mais qui aimerait mon accent, bordel? Bref, je me suis littéralement éclaté. C'est vraiment libératoire de pouvoir discuter avec les gens, de faire ce qu'on veut grâce à ça. Là, t'es plus, t'es indépendant. Tu vas vraiment voir n'importe qui pour t'amuser, faire divers photos. Bah, tiens, par exemple, ouais, pareil, lui, j'ai oublié son nom, mais j'ai rencontré uniquement qu'en Fursuit à chaque fois, et puis un jour, je lui ai proposé, ouais, je peux faire quelques photos pour toi si tu veux. Donc voilà. Alors ça, pour vous montrer, ça c'était un panel de discussion justement et, tenu par téléphone qui parlait des Angel Dragons. En convention, il y a pas mal d'activités qui sont proposées, ainsi que des panels, un petit peu comme là, je suis en train de vous raconter ma life. Bah là, d'autres sujets, ils étaient rassemblés pour discuter et écouter quelqu'un parler d'un tel sujet. Tiens, je vous montre cette photo.
Alors, faut savoir qu'il y a tellement de fursuites à Midwest Surface, ce fait qu'on est un petit peu décentré, il n'y a pas de parade de furwalk. Ça, c'est un truc à la rigueur qui. Bah, ça a été annulé à la dernière Eurofurence, mais c'est quelque chose d'emblématique. Comme ça, les fursuitières ils vont se balader, les gens ils prennent des photos et des vidéos, surtout le grand public qui est là pour voir toutes ces grosses peluches qui se promènent. C'est trop bien. Bah là, il y a trop de monde et puis c'est pas intéressant à faire. Mais ils peuvent pas non plus faire d'énormes photos de groupe, comme par exemple, pour vous montrer, ça c'était une des plus grosses photos de groupe que j'ai jamais vues. Furfest 2015, regardez-moi ça. Là, ça va au fond, hein. Et bah, il y a tellement de gens à Midwest qui peuvent pas faire ça. Donc en fait, ils font ils ont un moment sur plusieurs heures avec des tableaux où c'est marqué session photoshoot non, c'est pas photoshoot, session photo avec tel builder par rapport à tel builder de Fursuit, un tel race d'animaux et tout. Là c'était une photo de groupe des renards. Et France. C'est tellement grand quoi. Alors ça pour vous montrer. Voici l'espace que peut prendre un dealer den. Ah, une convention Fury, hein. Genre, moi, quand je suis entré dans le dealer den là-bas, j'étais en mode wow, on dirait Japan Expo, quoi. Tellement c'était énorme et qu'il y avait de choses de proposer. Je vais vous montrer quelques photos qui étaient dans le dealer den, justement. Et des stands, beaucoup de stands. Bon, alors, au final, c'est vrai que j'abuse en disant que ça va faire ressembler à Japan Expo, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça auparavant. Là, en l'occurrence, on a un truc pas mal, mais alors là, c'était long. Il y avait beaucoup d'allées, beaucoup de choses qui étaient proposées. Que ce soit. Là, regardez, là, ils vendent aussi des réalisations artisanales de verre, non, de tasses. Là, Fur Planet, qui sont spécialisés un petit peu dans la réalisation d'ouvrages en tout genre, spécialement Fury. Donc c'est une maison d'édition, je crois, Fur Planet. Puis aussi bah, la vente de Fursuit sur place, quoi, déjà faite. Ah ouais, là, le genre de prix qu'il y avait, si je me rappelle, une foule, c'était dans les peut-être 3000 $, un truc du genre, en plantigrade. Hop, les parcelles, je sais plus si on voit les prix. Je vais essayer de zoomer, voir si on a la chance. 1250 $, donc pour la tête, les pattes, la queue, donc pas les pieds arrière. Mais comme ça, si tu n'avais pas ta fursuite, tu as envie de craquer, et ben c'est pas la même chose qu'en Europe. Là, c'est vraiment la grosse vente, quoi. Les builders là-bas, il y a vraiment une offre et demande qui fait que les prix ils gonflent parce que vraiment les gens ils demandent. C'est Med Furio, c'était un stand au Lilorden justement qui prenait une grosse place importante, qui voyait là ils font pas que les fursuites, ils font tout vraiment les goodies qui vont avec, là, les t-shirts, tout ça. C'est une grosse marque. Il y a vraiment des marques qui. C'est des marques, c'est vraiment des marques dans le monde du Fury Fandom. Ouais, donc là c'est l'endroit. Là c'est on va dire, là c'est quand même des trucs beaucoup plus petits. C'est des petits artistes qui sont là, qui vont réaliser des commissions sur place. Enfin, c'est une sorte de mini Jordan, mais plus soft, plus calme, quoi. Pas besoin de trop de réservation, a priori, mais qui est quand même bien grand, quoi. Ça, c'était dans l'hôtel, simplement pour vous montrer l'escalier avec les escalators. Il y avait aussi un bon ascenseur au centre où bah, à différents endroits. Pas trop de problème d'ascenseur, au moins ça marchait bien. Parce qu'il y a des fois, genre à l'Eurofiance, ça déconne pas mal. Là, ça marchait très bien les ascenseurs. Sinon, tu prenais les escaliers, ça marchait aussi. La vue d'en haut, d'ailleurs, justement, du Regency. Parce qu'on a pu avoir la chance à la fin de la convention de monter tout en haut pour voir comment c'était. Et aussi rencontrer des carottes. Ouais, parce que vraiment, les gens, il y a tellement de gens, mais surtout, c'est un beau bordel. Un beau bordel. Les gens, ils sont ultra fun. Par exemple, là, c'est beau ça. Pouvoir s'amuser à faire les petites photos dehors, dans la neige. En autre gros panel, moi qui me touche personnellement, je veux dire, s'il y a bien un autre truc auquel il se démarque à fond, mais c'est les danses. Les danses, pardon, pas les danses, les danseurs. À le level américain. Je veux dire, pour les danseurs, que ce soit fursuit ou non fursuit, tu sens que là, c'est aussi quelque chose qui les passionne, quoi. C'est pour ça que, par exemple, là, c'était au battle de danse qu'ils faisaient, du 3 contre 3,
avec une ou deux fursuites dans chaque équipe, pour vraiment faire des danses en mode improvisé sur le son qui arrive, pour vraiment être en rythme. Et battre ses adversaires. Et alors ça, si vous ne connaissez pas, celui avec le chapeau, il s'agit de Léon. C'est aussi un fursuiter bien connu à leur occurrence. Et bien sûr, le truc moi qui me passionnait, le concours de danse mais chorégraphié quoi, avec des grosses têtes quoi. Puis ça balance du lourd, ça balance. Tiens, Zeke. Ah non, ouais, je crois que c'est Zeke. Non, ouais, c'est pas. Juste pour vous montrer juste un move qu'il a fait un moment qui est incroyable, je trouve. Tchac. Moi, je trouve cette remontée incroyable. Il a fini premier d'ailleurs du concours. D'ailleurs, ils ont organisé un mariage sur place là. Un petit mariage surprise juste pendant le concours de danse. Voilà, c'était... Tiens, au fait, là le Gugus qui est juste à droite, il s'agissait de moi aussi. J'ai eu la chance d'être très bien placé pour le concours de danse. Sinon, un truc là que je trouvais un peu plus négatif que ce qu'on a en Europe, c'est à la rigueur les danses tout court. Alors, pour vous expliquer, il y a énormément de monde, hein, c'est un bordel le fou, là, ils ont du matos de malade. Tiens, le truc intéressant, là, vous voyez, donc moi je suis sur scène avec quelques fursuiteurs, c'est parce que, on va dire, le premier jour ils l'ont pas fait, mais ensuite les autres jours, il y avait que les fursuiteurs qui pouvaient aller sur scène, mais il fallait être dans un endroit d'attente, puis attendre que d'autres fursuiteurs s'en aillent par rapport à ce que les gens demandent qu'ils s'en aillent, pour que nous on puisse venir sur la scène pour éviter de trop surcharger, quoi. Mais comme ça, on s'amusait un petit peu à faire le show à côté du DJ. C'était bien cool. Mais après, le choix des musiques, c'est beaucoup du bam 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 bam. Tiens, juste pour vous faire écouter à quel point c'est saturé. Entendez. Bah, les basses, ça balance, hein. C'est pas des musiques traditionnelles de chez nous, hein, qu'on aime bien, genre dans les années 80-90. Donc je suis un petit peu mauvaise langue. Il y a eu quand même quelques moments un petit peu plus doux, quoi, dans celle-là. Ouais, c'est plus doux, mais après c'était toujours le bam 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 bam. Et bref, énormément de monde quand même pour ces soirées-là. Et heureusement que tout le monde pouvait pas. Heureusement que tout le monde venait pas, hein, sinon c'était littéralement impossible, quoi. Voilà, des bons moments de fête. Alors là, sur cette vidéo, le truc intéressant que vous pouvez voir, c'est à la rigueur les gens qui ont enlevé leur tête pour... Ça, c'est le truc en convention européenne, à la rigueur, on préfère éviter, on dit non, mais restez dans votre personnage, tout ça. Bon, après, là, c'est une question, pareil, il y a eu le bordel du pooling à la dernière référence. Mais voilà, il est plutôt encouragé d'éviter d'enlever les têtes et plutôt de changer dans les fursuit lounge. Mais là-bas aux États-Unis, c'est normal, d'une certaine manière, c'est normal que les gens fassent ça parce qu'ils sont moins dans l'histoire de la magie, sauf les gens qui sont vraiment dedans, tels que Twilight ou Téléphone là qui sont par terre. Oui, merci ma godesse. Là, c'est vraiment des fursuiteurs incroyables, ils sont à fond dans leur personnage. Mais après, pour les autres, je veux dire, c'est assez dur de fursuiter là-bas par rapport à, comme je vous ai dit, fursuit lounge, c'est pas le confort, quoi. Donc faut pas s'étonner, malheureusement, enfin malheureusement, que c'est quand même ces galères que les gens soient obligés d'enlever leur tête ailleurs, quoi. Moi personnellement, ça s'est ultra bien passé à MFF, aucun problème. Pas de malaise, pas de grand plaisir avec tout le monde. Je me suis vraiment éclaté pour. C'était. À leur référence, à la rigueur, il y a peut-être plus de petits groupes qui se forment ou je ne sais trop quoi, et qui fait que t'as peut-être moins envie de déconner ou tu déconnes entre nous, quoi. Donc là, les gens, ils déconnaient vraiment avec qui et n'importe quoi, quoi. C'était, c'est vraiment un état d'esprit plus euh, libéré, rien à foutre, on s'amuse. Qui vient beaucoup de l'origine justement des premières conventions qu'ils ont créées aux États-Unis. Parce que comme c'était dans un cercle privé, ils étaient vraiment là pour du fun, quoi.
ils ont gardé un peu ça, même s'ils ont normalisé, enfin réglementé un peu plus la chose. Et donc, un autre truc intéressant, il faut savoir que, bien sûr, dans n'importe quelle convention, on a aussi des côtés 18+, que ce soit pour le dealer den ou pour des panels ou encore quoi d'autre. L'artiste. Ouais, il y avait le dealer den 18+, et l'artiste show, là où il montre des dessins ou d'autres œuvres auxquelles tu peux enchérir dessus avec un coin 18+. D'ailleurs, très petit celui par rapport à la référence, l'artiste show est vraiment petit. Et bah, pour y aller, en fait, la convention, les mineurs pouvaient se promener librement dans la convention, il n'y avait pas de problème. Mais sinon, la majorité là-bas, c'est 21 ans. Et donc, pour pouvoir aller dans les zones 18+, il y avait toujours des contrôles et toujours tu devais avoir obligatoirement ton passeport pour montrer que tu avais l'âge légal pour y aller. Et comme ça, eh ben, eux, ils respectaient la loi par rapport à ce qu'ils devaient faire. Mais en même temps, un truc assez marrant, dans la convention elle-même, tu avais des gens qui se promenaient avec des tenues, que ce soit en latex, un petit peu pas mal tourné BDSM pour d'autres tenues, d'autres qui étaient en mode fanboy, d'autres qui étaient en mode, voilà, un petit peu... tu te dis, en tout cas, en convention en Europe, tu ne laisserais pas passer ça, tu te ferais recaler ou tu te ferais mal voir. Là, les gens, rien à foutre. C'est vraiment... tant que ça va pas non plus trop dans l'abus, hein, parce que là-bas, ils sont quand même libérés, mais s'ils font des trucs dans l'abus, en tout cas, quand même, le règlement fait que non. Et bah voilà, c'était en mode assez marrant de croiser les gens en full latex qui se promenaient dans la convention sans problème, les gens comme ça. Et il y avait vraiment de tout, c'était très 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 diversifié, quoi. Donc en tout cas, une mentalité vraiment très fun, ouverte, sans prise de tête. Même si, après avoir discuté avec certaines personnes, a priori, déjà, le rapport du Fury, du Fursuit aux USA, il est quand même assez diversifié et différent par rapport en Europe. Il y a vraiment comme je dis, par rapport aux builders, surtout il y a des builders connus, comme je dis, il y a vraiment une sorte d'offre à la demande et des fois un matu-vu par rapport à l'importance des Fursuits. Donc ce qui fait qu'il y en a, même si l'idée du matu-vu est peut-être plus importante en Europe, là-bas, vraiment, avoir les fursuites pimpantes qui coûtent cher, qui sont bien connues, au final, les prix, ils y vont avec. Donc, les gens, ils balancent beaucoup de sous, quoi. Genre, une fursuite de One for All, il me semble, il faut plusieurs années d'attente. Tu as un slot et il te faut plusieurs années d'attente pour enfin avoir le début de la création de ta fursuite. Donc, on te dise, ouais, c'est bon. Et il y a des gens, eux, justement, ils rachètent la place du slot de l'attente de cette personne-là, parce que la personne se dit, bon, il me reste peut-être qu'un an, mais non, j'en veux plus, j'ai plus les moyens. Tiens, tu veux le slot? Ouais, je te le vends à je sais pas combien. Donc, hop, il prend son slot et comme ça, il l'aura plus rapidement. C'est assez marrant, quoi. Vraiment, c'est de la. Les fursuits là-bas, c'est vraiment incroyable, mais c'est aussi une offre et une demande, enfin une marchandise incroyable. Fursuit là, j'étais en mode chill dans le canapé, à la voir de moment, j'étais en mode wow, c'est quelque chose. Si tu veux un builder en particulier, voilà, après tout dépend de ton style, du moyen que tu veux mettre derrière et tout. Même si moi, j'avoue que j'apporte bien plus d'importance à l'acting derrière, quoi. Mais après, c'est vrai que si tu combines les deux, c'est quelque chose. Ah, je vais finaliser la MFF juste pour vous raconter un dernier truc au propos des ventilateurs qu'on avait achetés. Ah oui, tiens, on m'avait posé la question. Donc oui, cette tasse, effectivement, je l'ai achetée là-bas, au dealer den de la MFF. Donc pas de commande. C'est déjà les frais de douane. Quand tu commandes des trucs aux USA, des fois tu te prends les taxes de douane. Ça fait mal. Donc là, au moins, acheter quelques petits souvenirs là-bas, ça fait plaisir. Alors, j'ai oublié son nom. Juste, il était ultra cool. Un fursuiter de fou, ultra cool. Moi, j'étais posé dans le couloir avec une bouteille de champagne que Greeny m'avait laissée.
en train de picoler. Et lui, il sort du fond, dans une chambre VIP qu'on était allé visiter en mode à l'arrache, avec Tifou, puis on était ressorti. On voulait juste visiter la salle, puis on rentre, on sort. Voilà, c'était marrant. Il sort vers là-bas. Puis moi, je dis, hey, you, hey, do you want to drink with me? Yeah, sure. Et puis là, il vient s'installer devant moi. C'était une des dernières soirées de la convention. On avait mis les ventilateurs à l'extérieur de la salle pour aérer. Parce que là, niveau sueur, odeur, c'était bof. Et alors là, moi je me suis tapé des barres avec lui, à discuter, il m'a raconté un peu sa vie, moi la mienne, il m'a raconté les problèmes qu'ils avaient un petit peu dans leur pays, par rapport à des fois au niveau de la tolérance ou au niveau de l'acceptation de soi-même, parce que on va dire, ça fait beaucoup du bien, hein, les conventions pour les gens, mais là-bas pour les États-Unis, les gens se libèrent enfin, quoi. Il y a des fois des a priori qui sont assez durs pour les gens, que ce soit pour leurs origines sexuelles, leur origine de peau, leur passion telle que le furie, quoi. Et donc voici. Comment dire? On est tellement en dèche de ventilateurs à lava. Donc voici les ventilos qu'on avait achetés, par exemple. Que ils se sont amusés à se dire, putain, venez voir, et les fursuiteurs, ils commencent à pop devant notre chambre parce qu'on a mis des ventilateurs. Ah, et comme je vous disais, on rencontre aussi des personnages assez connus. Donc, par exemple, si vous connaissez Greeny, il fait pas mal de vidéos, que ce soit un peu sur YouTube, mais surtout sur Twitter. Et Cosmic, et ils ont pu faire une vidéo ensemble avec son copain. Bah, sur place, hein. Faut pas hésiter à demander aux gens, hein, par rapport à n'importe quoi, hein. Si les gens ils sont pris ou occupés, bah, ils peuvent pas. S'ils ont un planning de respecter, ils peuvent pas. Mais après, faut pas y aller hésiter à parler avec les gens, hein. Ils restent humains avant tout et sincèrement, faut pas avoir peur de discuter avec eux. Au contraire, tiens, Gilles Kobe, ouais, je sais que Loaco et Greny, ils étaient en mode, ah, il y a Gilles Kobe, ah! Oh, non, ils étaient un petit peu en mode, ouais, on aimerait bien le voir. Mais viens, hello Gilles Kobe, yeah, can I present you Greny? Faudrait te rencontrer et tout. Ah, yeah, je te connais, Greny, je te connais. C'était bien sympa. Alors, Gilles Kobe, c'est un fursuiter aussi qui réalise des animations de malade sur Twitter. Donc voilà. Pour. Là, on va arriver. Oh là, il est déjà 13h10. Moi, je vais déborder, hein, de toute manière, parce que je vais continuer à vous parler ensuite un petit peu plus des États-Unis en général et même de la mentalité là-bas, globale. Mais pour en revenir simplement sur le fait que j'ai fait à la fois Chicago pour la MFF et ensuite, avec les copains, on avait repris l'avion pour aller à Orlando. Donc là, vous avez Chicago. Et ensuite, on est donc allé bien en bas avec ma connexion internet. Donc Orlando pour le parc d'Universal Studios. Je vais vous montrer quelques photos tout à l'heure. On a repassé une semaine là-bas et après, bah, on est revenu en France. Donc, a priori, les prix pour prévoir tout ça pour y aller, hein, là, je vous ai dit pour 2 semaines. Mais sincèrement, si vous voulez en profiter et être sûr de faire le voyage, de ne pas avoir de problème par rapport à l'hôtel, avoir suffisamment à manger. Ah ouais, putain, faut que je vous parle de la bouffe. Faut que je vous en parle immédiatement ensuite. Prévoyez au minimum 2000 €. Minimum. Hein. Sincèrement, prévoyez plus au cas où. Piochez pas dans vos réserves si vous n'avez pas besoin, hein, clairement. Mais 2000 €, que ce soit pour le voyage, aller-retour pour l'avion, pour sur place, prévoyez vraiment. C'est un gros investissement, quoi. Mais sincèrement, je suis content de. C'est une expérience incroyable. Enfin, quand Loaco et Greny m'ont proposé d'aller aux États-Unis, je les remercie encore. Ça a été, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais la possibilité d'y aller. Et vraiment, si vous avez quelque chose, faire une grosse convention là-bas, moi ça m'a marqué. C'est un autre univers. C'est un autre univers. Les États-Unis sont un autre univers par rapport à la France. Et aussi les conventions, que ce soit l'Eurofurence, c'est aussi un autre univers que faire des conventions ou Furmeet en France ou d'autres Furmeet ailleurs. Les conventions sont tellement grandes, tu rencontres des gens qui ont un impact sur le fandom par rapport à leurs actions, leur visibilité, leur charisme. Et là, t'es plongé dans ça, tu les vois sur place, mais en même temps, tu vois, t'as énormément de gens, t'as tellement de panels, de choses différentes. C'est clairement un autre univers. Après, une bonne petite furmite de Normandie pure, ça fait toujours plaisir. Hein. Abonnez-vous!
Si vous avez... Alors, l'hôtel est moins cher parce que le F, on tape sur les 1000 balles en semaine, rien que pour l'hôtel quasiment. Alors, je sais pas comment tu fais pour dépenser 1000 balles pour l'hôtel, parce que l'hôtel, j'ai refait les comptes, 70 € par nuit, parce que les chambres sont à 140 les 2 jours, enfin 140 la chambre. Tu vas pour 5 nuits, 70 x 5, hein. T'es même pas à... Ouais, peut-être 500 quoi. 500 € pour les références, bon après c'est vrai, t'as le transport et tout. Bah, au final, l'avion, si tu t'y prends à l'avance, ça coûte pas non plus trop cher par rapport au truc, quoi. Mais non, l'hôtel est pas spécialement moins cher. Après, c'est dans la norme IAT, quoi. C'est vrai que c'est le voyage qui coûte énormément. Non, et quand je te dis 2000, c'est vraiment le minimum, quoi. C'est... Après, moi-même, j'ai pas calculé, en fait. Sincèrement, j'ai pas calculé. J'ai juste redemandé aux copains combien ça, à peu près, ça avait coûté le bordel, quoi. Donc, maintenant, reparlons d'autres choses qui sont intéressantes aux États-Unis. La bouffe, les pourboires, les taxes. Parce que faut savoir que là-bas, à la MFF, on avait l'hôtel, mais on n'avait pas le petit-déj à volonté. Alors, petit-déj à volonté au Wyatt, c'était genre, tu balançais, pour moi c'est cher, moi qui gagne pas beaucoup, c'était 20 $, enfin, dans les 20 $, un truc comme ça, le petit-déj à volonté, à peu près. Et t'as les pourboires. Alors là, pour ma mentalité de français, alors attendez, est-ce que j'ai des... Je vais vous montrer quelques photos là quand même. Non, là j'ai rien. Je vais me remettre en mode facecam pour vous montrer quelques petits trucs. Donc déjà dans notre mentalité française, les pourboires pour nous c'est pas obligatoire. On les donne vraiment si on a envie de donner. En Angleterre, eux, ils sont à peu près compris dans le prix, je crois, d'une certaine manière. Aux États-Unis, les prix, ça se passe comme ça. Tu as le prix de base que tu vois affiché, qui te dit oh mais c'est pas si cher que ça. Ensuite, oui voilà. Par exemple, là vous avez les mon doigt, il est où mon doigt là? Il est là mon doigt. Voilà, le prix des par exemple des chips. Ils étaient à 89 dollars de enfin, centimes de dollars. Puis ensuite, tu vois le total du truc. Et ensuite, tu rajoutes quelque chose que là, nous, on n'a pas l'habitude en France, c'est la taxe. Mais la taxe, elle n'est pas indiquée sur le prix. Nous, quand on voit les prix en supermarché, c'est TTC. Là, c'est hors taxe à chaque fois. Tu payes la taxe en dernier parce que chaque on va dire, région des États-Unis a sa propre taxe. En fait, tu peux payer plus ou moins cher. Mais ça, déjà, tu l'as pas dans le prix. Donc, quand tu vas à la caisse, au final, tu te retrouves avec plus cher que ce qui a été marqué. Quand tu connais pas, tu es en mode ah, d'accord. Mais il n'y a pas que. Parce que quand tu es dans une histoire de service, il faut savoir qu'aux États-Unis, les services genre ménage, euh, distribuer la nourriture pour les restos, tout ça, sont très peu payés. Mais eux, ils se font payer essentiellement grâce aux pourboires qu'ils reçoivent derrière. Et genre, les trucs qui sont conseillés, c'est, voilà, quand tu vois les prix, voilà. Par exemple, là, j'avais, c'était quoi ça? Ah, un cheesecake, putain, faut que j'en parle aussi du cheesecake. Donc, vous voyez, les trucs qui sont conseillés, suggest gratuity, 22%, 20%, 18%, 13%, 15%. Donc, tu vois à peu près le pourboire pour être donné, qui est conseillé par rapport à ce que tu voudrais faire, quoi. Parce que voilà, pour eux, le minimum, c'est qu'ils donnent 15%, et quand tu donnes des endroits à côté, genre, ouais, 22%, c'est très bien. Donc 22% de déjà 20 $, moi, ça commençait à me casser les couilles, quoi. Ça devenait cher. Pareil, dans la chambre d'hôtel, à chaque fois qu'on partait, avant que la femme de ménage arrive, on laissait chacun des billets de 1 $ ou 5 $ dans la chambre pour, d'une certaine manière, remercier la personne. Parce que ne pas donner de pourboire aux États-Unis est ultra mal vu qu'ils se rémunèrent sur ça. Ça m'avait marqué, quoi, beaucoup. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, avoir les billets de 1 $, c'est important pour boire partout. Pour ensuite, là je vous ai montré le truc du cheesecake, ben, on va aller voir le cheesecake. Alors là, il faut savoir, la nourriture aux États-Unis c'est aussi quelque chose, hein, parce qu'il y a des supermarchés, effectivement, tu trouves pas de fruits et légumes, ou alors les prix sont plus élevés. Les prix sont plus élevés pour la nourriture brute, tandis que les produits transformés, ça y va. On va mettre comme ceci. Voilà. Voici une part de cheesecake.
Question. Combien de calories donnerez-vous dans cette part? Les calories, ce sont ce qu'on ingurgite et qu'on utilise pour se dépenser dans la journée. Généralement, les apports nutritifs, qui sont bien marqués aux États-Unis, sont aussi de 2000 calories par jour, par personne. Même si vraiment c'est une histoire de métabolisme, voilà. C'est comme ça qu'ils font leur calcul. Cette part, Cheesecake Factory. Eh ben, ça c'est pas de la nourriture normale, hein, c'est vraiment du truc spécial touriste quoi. Mais tu vois les parts de gâteau là. On va faire un petit zoom. Tu vois des chiffres, à 3 chiffres. Tu te dis, putain, attends, mais c'est le gâteau. C'est le nombre de calories dans le gâteau. C'est le nombre de calories par part. J'en ai pris un assez léger pour vous dire. Ça c'était. Ah non, c'était peut-être pas le mien, mais je crois que c'était le pire alors dans ce cas. Le machin, il était tellement bourré de gras et de sucre. Les parts, les minimums, c'était genre, t'arrivais dans les 1000 calories, et la plus haute, c'était 1800 calories. J'ai jamais bouffé un truc aussi gras et sucré de ma vie. Après, c'est pas de la nourriture normale, hein, vous inquiétez pas. Généralement, ils mangent pas non plus ça tous les jours. C'est un petit peu comme on est allé dans un restaurant à Chicago qui était connu pour ceci. Ça y va, ça. C'est une sorte de quiche pizza inversée, quoi. Le fromage, il est en dessous de la sauce tomate. Oh la vache. Un régal. Là, la caméra. Vous la voyez, la caméra en haut à droite, là? Elle est là. Parce que là-bas, il marche beaucoup à la loi de l'assurance, la loi de la justice, ça y va, hein. Si les gens ils respectent beaucoup la loi, c'est parce qu'ils se disent, oula, si on a un problème, on risque de s'en prendre plein dans la gueule, quoi. Donc pour revenir sur ça, voilà, par exemple, une carte de restaurant. Et alors, Tisha, ça ne doit pas être simple de rester mince là-bas. Eh ben, j'en parle juste après. Mais effectivement, ça dépend. Là, vous voyez donc les prix. Vous avez par exemple, on va prendre le Deep Chip, qui est marqué 22,75. Là, donc les tailles small, medium, large. Donc ça, c'est le prix hors taxe normalement. Parce qu'après, tu rajouterais la taxe. Je sais pas, je vérifie. Là, je suis pas sûr, là, pour le coup. Et il est probable que ça soit hors taxe, et puis bien sûr, après, tu as le pourboire, hein. Normal. Mais regardez ceci. On a des chiffres super intéressants là. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont les calories. Ça, j'ai jamais remarqué ça. Enfin, en France, sur tout ce que tu achètes dans le supermarché, tu vois les calories. Tu vois la composition nutritionnelle. Bah regardez, dans les restaurants, quand tu achètes sur place, quand tu achètes tout et n'importe quoi partout, il n'y a qu'au parc d'attractions d'Orlando que j'ai pas vu ça, ils marquent les calories. Ils disent pas la composition spécialement, mais tu sais au moins le nombre de calories que tu prends, hein. C'est peut-être des très très mauvaises calories, mais au moins comme ça tu sauras derrière que tu vas faire ton sport pour brûler tes très très mauvaises calories. Et puis il n'y a pas que le menu, hein. C'est vraiment surtout, hein. Tu vas au supermarché, tu les voyais aussi, mais genre pour les gâteaux, quoi. Quand tu achètes les gâteaux, ils étaient aussi marqués en dessous du prix les calories. Tu vas au McDonald's, là tu vas là, hop, Big Breakfast, 740 calories. 1310 calories, petit truc là. Wouh! De quoi se péter le bide? Hein, c'est une carte McDo là-bas. Les McDo là-bas sont. Alors le fromage, au final ils vendent du fromage, mais plutôt fromage à pâte dure. Et comme vous pouvez voir, comment ils vendent le fromage, c'est vraiment des gros blocs. Des gros blocs quoi. Là-bas c'est. Ils y vont pas dans la dentelle quoi. Ah, provolone cheese. D'ailleurs, je crois que les prix des fromages c'était pas non plus trop amusé. Alors là, 5,99 le livre. Je sais plus à combien ça correspond. Je sais pas si c'est ultra cher ou pas. Je sais plus. Mais tenez, tiens, pour vous donner une idée des marques, comment c'est. Tony Tiger, donc voilà, les boîtes ont un design différent. De toute manière, quand on va dans pas mal d'autres pays, les designs s'adaptent au pays, quoi. Les marques s'adaptent pour voir ce qui marche le mieux. Donc là, tu peux acheter aussi de l'eau purifiée dans des grosses bouteilles. Moi, Yuki, putain, qu'est-ce qu'on a été heureux. Non, je vais en parler après, mais quand on est allé à Orlando, on est allé au parc d'attractions, mais surtout, ensuite, on est allé, lui et moi, se promener dans la ville d'Orlando. Et là, on a trouvé enfin un truc où il faisait des wraps et tout ça avec des légumes frais. Vraiment. Oh, moi, il y a cuit, on était en mode, oui, enfin, de la bonne bouffe fraîche. Ah, c'était plaisant.
Et tiens, regardez, ça, super intéressant. Ça, normalement, tu peux en acheter dans les trucs industriels, mais pour les pros. Mais là, tu peux les acheter en mode sans problème. C'est les œufs en liquide. C'est le blanc d'œuf, par exemple, ou le jaune d'œuf qui sont séparés, tu les trouves en briques. Première fois, je voyais ça aussi. Super intéressant. On a pu à Chicago aller visiter un musée. Alors, truc marrant, c'est qu'au final, il y a quand même de la culture là-bas. Ils mettent de la culture, mais le musée qu'on avait visité était très très interactif. Autant dire, très amusant, très ludique, mais sincèrement, tu pouvais y aller presque pour du divertissement à celui auquel on y était allé, quoi. Mais je trouve que c'est quand même un truc intéressant pour les enfants, quoi. Mais après, à voir. À voir. Là, c'était vraiment un musée. On n'a fait qu'un seul musée, donc je pourrais pas vraiment vous dire si ça changeait ou quoi que ce soit, mais vraiment, c'était un beau spectacle, quoi. À voir. Et par exemple, pour ceux qui aiment beaucoup la réalisation d'animation, de films, j'ai oublié le nom du musée. Et voilà, par exemple, les différentes étapes qu'on fait pour réaliser un film d'animation. Alors, pour ce qui est de ta réflexion, ça doit pas être simple de rester mince là-bas. Ça dépend de la zone et ça dépend de ton activité. Chicago est une ville où les gens marchent beaucoup, où il fait froid, ça bouge beaucoup. On a vu très peu de gens obèses ou gros là-bas. Pour te dire, c'est une ville, les gens ils marchent, la rigueur ils prennent peut-être plus soin de leur santé. Quand on est ensuite allé à Orlando, c'est différent. Et surtout, le parc d'attractions, c'est encore plus différent. Là, tu passes dans encore un autre univers. Là. Pour ceux qui adorent les parcs d'attractions, Orlando Studio, c'était la première fois que je faisais. Quand j'étais jeune, j'avais fait Disneyland à Paris, tout ça, mais là, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Il faut savoir que quand on est arrivé à Orlando, bon, là, c'est le parc d'attractions. Mais voilà, on était première semaine de décembre. La chose qu'on a fait, comme je vous ai montré à Orlando, c'est juste une heure de décalage. Mais là, tu vas vraiment dans le sud. Et alors là, oh, je veux dire, j'ai passé ce décembre, cette journée enfin cette semaine de décembre, en t-shirt, manches courtes et short, alors qu'on se caillait et qu'il y avait des tonnes de neige à Chicago. Mais là, je suis. Le changement de température, c'était quelque chose, quoi. Ça nous a bien pris. Puis là-bas, on est allé pour Orlando, pour le parc d'attractions. Et là, tu dis, oh, putain, c'est. Tu sais, les a priori qu'on a en disant les États-Unis, c'est le pays de la surconsommation, ça y va à mort. Bah, c'est à ce moment-là que ça m'avait pas mal explosé. J'avais vu. Enfin, là, je me suis vraiment posé les réflexions à ce moment-là, quoi. Universal. Alors, c'était quoi ça? Ah, ça, c'est marrant. C'était dans un bar, justement, à Universal. Petites animations qui mettaient en place. Mais là, j'ai plus les photos. Ah, fait chier, j'aimerais tellement vous montrer une photo à quel point on a trouvé des bagnoles, mais bien, bien plus grandes que moi. C'est vrai que là-bas, les routes sont bien plus grandes. Les salles sont bien plus grandes. Ils ont tout en plus grand. Les frigos sont plus grands. Ils voient tout en bien, bien plus grand. Mais avec du recul, ça s'explique par rapport au fait que c'est un pays plutôt jeune et qui a un énorme, énorme espace à sa disposition. Donc les gens, au début, ils se sont dit, mais pourquoi faire petit qu'on peut faire grand? Donc ils ont vraiment construit tout pour adapter, ce qui fait que leur consommation est plus élevée que nous, mais ils sont adaptés à leur mode de vie au départ, quoi. C'est quelque chose, au départ, on est en mode critique à. C'est vrai, ils consomment un malade, ils consomment un malade. Mais quand tu es sur place, tu dis, en final, c'est logique. Les places de parking, là où tu mets les 4x4 et tout, c'est des grosses bagnoles. Ah voilà, oui, ce genre de bagnole, il y en a vraiment, hein. Et plusieurs, hein. C'est pas juste une que tu trouves comme ça, il y en a plusieurs. Faut savoir que leur pays est tellement étendu, tu te dis, ils prennent leur bagnole et puis ils ont plusieurs heures de route avant de rejoindre l'autre grande ville la plus proche. TM, c'est là où tu retires donc l'argent, tes dollars. D'ailleurs, moi, le truc qui m'avait marqué aussi, c'est que les dollars, ils arrivent pas en mode comme ça, comme nous en France, qu'on a un distributeur de billets, mais c'était en mode ils tombent les uns sur les autres, quoi. C'était marrant. Ah ouais, ça c'était une salle de sport, genre. Mais en mode gangsta. On était en train de se promener à Orlando à ce moment-là avec Yuki. Là-bas aussi, la religion est super importante, comme vous le savez. Donc il y a vraiment des endroits protestants, catholiques, un petit peu partout.
Et là, bah voilà, la végétation un petit peu à Orlando, pardon, un petit peu tropicale, bien chaude, avec des maisons de tout genre. Genre, parce que là, on s'était centré du centre. On a marché pendant un long moment. Yuki et moi, on cherchait un Walmart. Donc voilà encore une autre église, toujours des églises assez récentes. Le drapeau américain avec les fameuses maisons blanches, des quartiers bien plus résidentiels et surtout un peu plus riches, quoi. Et voilà, ça m'a marqué, ça. Attention, ce lac est un habitat naturel. Faites attention aux alligators. Juste à côté des maisons, là, qu'on se promenait à côté d'Orlando. Oh putain, un lac avec des alligators. Et aussi, dans un parc à côté, il y avait tellement d'écureuils qui se baladaient. Genre, à Orlando, leurs pigeons, eux, c'est des écureuils, quoi. Ou d'autres bestioles. Et au bout d'un moment, avec Yuki, ben, on est enfin arrivé au Walmart. Parce qu'on se disait, ouais, tu sais, Yuki, enfin, Yuki me disait, ouais, j'aimerais bien rencontrer des gens chelous, ça serait marrant. Parce que le Walmart, c'est connu pour avoir des scènes de gens qui vont vraiment en mode à l'arrache, quoi. En fait, je pense que les gens les plus chelous qui étaient, c'était lui et moi. Alors ça, c'est excellent. Ça, genre, effectivement, Orlando pour le parc d'attractions. Effectivement, là, tu sens que l'obésité, ça y va. Là, tu sentais que les gens, ils avaient plus de poids, ça marchait plus lentement. Et ça, ce genre de truc, bah, justement, tu te poses dessus, hop, et tu vas faire tes courses avec. Tut, tut, tut. Ouais, le tut, 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 c'est quand tu fais marche arrière. Ça m'a marqué à mort, quoi. Donc, pour les petits gros, pour les petits vieux, c'était assez marrant de se promener dans le magasin avec, pour faire nos petites courses et souvenirs, avec quelques autres produits. Comment définir l'Amérique? L'Amérique. Une petite portion de sucre. Parfait. Un peu de Ah, Yuki, c'était tellement cool de se balader avec lui. Pour retourner, là, c'était le parc d'attractions, vraiment énorme, avec passage Poudlard et tout. Ça envoyait du lourd, quoi. Ouais, tu dis, ça y va pas mal. Après, tu me diras, c'est un parc d'attractions. Et ça, c'est l'immersion quand même quand tu arrives dans le pays. Au départ, tu es plutôt dans le mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il y a des fois, tu es en mode, tu comprends pas, tu dis, mais on est quand même un petit peu mieux en France pour faire certaines choses. Et puis là, en fait, au bout d'un moment, tu commences à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça, pourquoi est-ce qu'ils s'amusent de cette manière, c'est leur culture, c'est leur façon de vivre, quoi. Et au bout d'un moment, bah là, t'es carrément dans la situation. Là, tu kiffes la vie qu'ils mènent, t'es en mode, t'es intégré un petit peu dans la culture. Ça peut le faire pour n'importe quel autre pays, hein. Généralement, c'est comme ça que tu passes des phases de. Ça peut être plus ou moins long. Moi, finalement, ça s'est fait très rapidement. Je me suis senti super bien aux États-Unis. C'était vraiment pas prise de tête, c'était un peu Osefland, ce pays. Vraiment, je déconnais un petit peu partout. Malheureusement, peut-être un peu trop, mais bon, c'est vrai que pour moi, ça a été des vacances marquantes, quoi. Et en revenant en France, je me suis dit, surtout en arrivant à l'aéroport, là on reprenait nos bagages et tout, je me suis dit, mais bordel, qu'est-ce que je viens refoutre en France? Il y a des trucs moins bien, c'est moins cool, c'est moins fun. Les gens ils sont en mode stressé, ils sont en mode. Enfin bref, l'ambiance, le retour en France, ça m'avait marqué. Il y a 2 fois ça m'a fait ça, c'était aussi quand j'étais allé en Londres, je suis revenu en France, j'étais en mode. Ah! Bon, en vrai, avec du recul, je me suis rendu compte que c'était plus le fait de retourner à Paris, surtout Paris, et là je me dis, putain, la mentalité de Paris, non, vraiment, vraiment j'aime pas, hein, je suis désolé, mais surtout quand t'es allé à l'étranger, tu reviens, c'est quelque chose, quoi. Mais bon, après, faut se réhabituer un peu à la France. Pareil, pendant un petit moment, à chaque fois, maintenant, je vais en convention et tout, j'ai The English Mode qui est activé, ce qui fait que quand je bousculais des gens sans le vouloir, au lieu de dire, oh, pardon, ça c'est le truc que je dis généralement, je dis, oh, excuse me, sans le vouloir, j'étais revenu en France. Donc la petite réadaptation. Bon, je pense avoir fait le tour, hein, même si j'ai encore pas mal de choses, mais là, à force, ça va plus être structuré, ça va être le bordel, hein. Si vous voulez qu'on en discute un petit peu encore tout à l'heure, pourquoi pas?
je vais me mettre dans un channel et on peut discuter parce que j'ai d'autres trucs hors stream que je peux vous raconter qui sont vraiment marrantes au niveau anecdote. Je leur dirais simplement, donc, par rapport à la mentalité des États-Unis, donc c'est vraiment quelque chose de différent, que ce soit par rapport aux Furies, mais aussi par rapport aux gens. C'est à vivre. Après, à voir selon, par rapport à vos ressentis, si vous voudrez vivre là-bas, si vous voulez habiter. Je sais, il y en a, ils sont en mode, non, jamais, jamais j'irai habiter là-bas pour ça, pour ça, pour ça. Ça peut se comprendre. Mais là-bas, ils ont peut-être ça, 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 que nous, on n'a pas, ou eux, au moins, ils ne font pas ça, 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 ça. Ça serait pareil pour d'autres pays. Il faut un petit peu s'adapter à comprendre les gens et que même ils puissent nous comprendre. C'est pour ça que la communication est vraiment très, très importante. Et surtout, y aller en mode profiter, échanger avec les gens. À l'époque, comment ça se faisait, hein 2002, une toute première convention Fury, c'est quand même là-bas que l'origine s'est fait. Et par rapport à comment ça a évolué maintenant, c'est vraiment formidable, c'est impressionnant. On voit la même chose en même temps en France ou en Europe. Enfin, je trouve que le fandom français, là, il se pose de plus en plus, il se diversifie, il évolue. Voilà. À l'époque, les premières fursuites, les premières parades qu'ils faisaient, ils faisaient pas des concours de danse ou quoi que ce soit. Ils faisaient plutôt, ils découvraient les costumes, ils faisaient des interactions avec ça, quoi. C'est vraiment une internet de merde, bien sûr. En lançant mes vidéos, ça va gâcher le stream, n'est-ce pas? Donc je vais éviter de le faire maintenant que j'y pense. Hein, je vais arrêter parce que sinon ça va tout dégommer. Comme dit Petit Panda, regardez le documentaire The Fandom qui est super intéressant par H Coyote ou toutes les vidéos qui vont avec. Si vous voulez un petit rappel des souvenirs que moi j'ai pu avoir à Midwest Furfest, j'ai fait 2 petites after movies pour vous montrer un peu plus. Enfin, je parle pas, c'est simplement pour vous montrer pas mal d'images qui a été. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne. Ce soir à 21h, attendez, je vais vérifier sur. Je sais pas ce que je vais venir à RIVS, je vais éviter d'aller voir tout de suite. Pour le planning, à 21h. On va vous proposer un petit quiz. Donc par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui ou ce que vous savez un peu sur le fandom, n'hésitez pas à venir, on va beaucoup s'amuser. Vous téléchargez Kahoot et à partir de là, on va faire un petit quiz ensemble. Ça va être bien fun, je le sens. Demain, je vous parlerai à partir de midi quelque chose d'autre qui m'intéresse. D'ailleurs, si vous avez des choses à dire, il ne faudra pas hésiter à m'en parler, à dire dans le chat et donner votre avis aussi. Hein. À propos des médias et du Fury. Parce que moi-même, j'ai eu quelques interactions, que ce soit au départ par François Normandie, mais pas que. Il y a eu d'autres choses. Et puis moi-même, c'est un domaine, moi, que je trouve super intéressant. Contre le Kage, justement, met en avant. Et comment dire, faire en sorte que ce genre de truc soit pas... voilà, qu'on analyse vraiment les choses derrière. Pourquoi est-ce que ce genre de média peut dire ça? Parce que spécialement, il viserait pas spécialement à... Enfin, il faut vraiment savoir décrypter les choses. Et rester dans l'idée que des extrêmes, tu peux en avoir partout. Que ça soit dans n'importe quel fandom ou dans n'importe quel... ça dépend du ressenti que tu fais ressortir, quoi. Parce qu'aux États-Unis, justement, c'est une mentalité ouverte. Mais à la fois, ça va tellement dans l'abus pour certains trucs, tu te dis, ouais. Faut faire gaffe. Bon, sur ce, est-ce que j'ai un truc à vous mettre? Ah ouais! Au parc d'attractions, j'ai bouffé des insectes! LOL! Et on a gagné! Voilà. Encore merci aux copains, hein, pour ce séjour. Sur ce, moi je vais plier bagage, parce que là, je me suis bien amusé. Donc si vous voulez qu'on discute un petit peu, je me mets dans un channel de HRCon, parce qu'on est à HRCon, voilà. Et pour ce qui est de parler des médias, ouais, j'ai oublié de préciser, donc demain à midi. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu, je vous ai pas trop cassé les couilles. Abonnez-vous à Normandie Fur, faites des dons à la HRCon. Merci des follow, il paraît qu'il faut dire ça, moi j'en ai rien à foutre, je ferai des streams. Allez, bisous. Et... Alors c'est pas le bon. Oh
Vous connaissez NordVPN?